l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis quelques années, on constate un vif essor du tourisme lié aux régions viticoles et à leur production. Comment peut-on définir le no-tourisme ? Quels différents types d'activités sont regroupés sous son nom ? Quels enjeux y sont liés ? Décryptons cela avec Marie Mascret. Bonjour Marie, aujourd'hui on va amorcer un panorama de l'onotourisme. On va en parler parce que le no-tourisme, c'est une forme de tourisme un peu particulier. Alors le no-tourisme, ça se définit d'abord comme l'ensemble des prestations qui sont relatives au séjour touristique dans des régions viticoles et qui permettent la découverte conjointe du vin, des terroirs et des hommes sur ces territoires. Et on va en parler aujourd'hui parce que si la France a été un tout petit peu à la traîne sur le sujet, d'autres pays, comme les pays qu'on appelle du Nouveau Monde, ont depuis bien longtemps compris l'importance de savoir accueillir correctement les familles, les consommateurs sur leur lieu de production pour pouvoir en faire des amateurs et puis des personnes qui achètent leurs produits. Et quelle taille fait le marché de l'onotourisme en France ? Je vais donner quelques chiffres sur le no-tourisme en France. Le no-tourisme en France, c'est une clientèle de 10 millions de personnes en 2016, avec une majorité de Français, 5,8 millions, mais 4,2 millions d'étrangers. C'est un secteur, en tout cas une forme de tourisme qui est en croissance de plus 33% depuis 2009, avec un chiffre d'affaires qui est estimé à 5,2 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres à tout France. On assiste évidemment à une multiplication des investissements des entreprises dans ce secteur. Il y a à peu près 10 000 caves qui sont ouvertes au public en France. Et puis le no-tourisme, ça se traduit par un tourisme entre guillemets de masse quand on est touriste dans un lieu de production et qu'on va aller visiter un vignoble, qu'on va aller visiter une cave. Et puis ça se traduit aussi visuellement, esthétiquement par des caveaux, des architectures de plus en plus élaborées qui sont développées pour des chais partout en France, à Bordeaux, en Provence ou ailleurs. Donc le no-tourisme, c'est vraiment un tourisme qui existe aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on est touriste local, touriste qui vient pour d'autres raisons que le vin, mais on va aller visiter des domaines viticoles dans la région dans laquelle on est en vacances, voire, et ça c'est l'autre forme de no-tourisme, on est un touriste qui va organiser ses vacances, ses week-ends, ses courts séjours dans des régions viticoles autour de la thématique du vin ou autour de la thématique des spiritueux. On peut même parler de spiritourisme parce que c'est un centre d'intérêt pour soi et que ça donne une bonne occasion d'aller visiter telle ou telle région. Quel impact le no-tourisme peut-il avoir dans les finances d'un domaine ? Alors le no-tourisme, on donnait quelques chiffres à l'instant. Si je dois traduire ça aussi en termes de retombées économiques, un séjour touristique en moyenne permet à un consommateur de dépenser 1 256 €, dont 240 € de dépenses moyennes liées à l'achat de vin sur place. Donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables et il y a bon nombre d'acteurs en France qui ont compris l'intérêt de soigner les no-touristes. Et quel genre d'activité peut-on faire dans le no-tourisme ? Alors, si on parle des activités qui sont proposées du coup aux touristes, donc bien évidemment, la base, c'est qu'un touriste va aller rencontrer un vigneron, visiter sa cave, déguster du vin et potentiellement acheter, et puis avoir un échange avec le vigneron. Ça participe aussi de cette quête du touriste ou de cette quête du consommateur pour l'échange avec le vigneron, pour le rapport humain, pour cette volonté de retourner à quelque chose d'assez authentique et savoir comment est élaboré le vin qu'il va acheter ou qu'il a acheté. Et puis le vigneron ou le domaine va de plus en plus proposer des activités annexes aux touristes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le touriste qui vient, souvent il vient en famille, donc il faut lui proposer des choses à lui, mais il faut aussi proposer des choses à sa famille. Ensuite parce que plus longtemps il restera sur place, plus meilleur souvenir il aura de la visite qu'il aura faite. Et puis également parce que c'est un moyen d'attirer différents types de touristes avec différentes volontés, différents intérêts. Est-ce que vous avez des exemples de ce type d'activité ? Donc, parmi les exemples d'activités no-touristiques qu'on peut rencontrer en France et ailleurs, d'abord, on a donc les visites. Alors, je le disais tout à l'heure, visite chez un vigneron, visite d'une cave, mais ça peut être aussi visite d'un château, visite d'une maison de vin, visite d'un village viticole dans son entièreté. Ça peut être également participation du touriste à des activités locales, des itinérances du type la route des vins, des balades et des randonnées à travers les vignobles qui sont organisées par les collectivités locales. Ça peut être également la participation évidemment du touriste à des fêtes, à des événements et à des activités artistiques autour du vin. On a aussi de plus en plus de vignerons qui vont proposer de la formation ou ateliers mets-et-vins qui sont commentés, et puis des stages également et des conférences qui sont organisées par des académies du vin ou par des espaces, par des interprofessions dans leur espace dédié.
Il y a aussi des vignerons qui vont proposer de participer à une journée de vendange, donc participer à la vie du domaine. On va vous initier au labour à cheval, on va vous proposer aussi parfois d'élaborer votre propre vin sur mesure, vous assistez aux vendanges, vous cueillez le raisin, vous participez à l'élaboration du vin au départ, et puis ensuite vous avez une visibilité, ça passe souvent par internet, de ce que devient votre vin jusqu'à la mise en bouteille, et puis vous récupérez à la fin, lorsque le vin a été élevé, un certain nombre de bouteilles, et vous êtes fiers de pouvoir montrer que ce vin-là, c'est un peu votre production, vous avez mis la main à la pâte. Autre exemple d'activité, le logement et la prestation de services, évidemment ça va de pair. Quand on est touriste, on a besoin de se loger. Donc très souvent, on a des vignobles et des domaines qui proposent un hébergement. Alors cet hébergement, il peut être adressé à des touristes, mais il concerne aussi le tourisme d'affaires autour du vin. On a de plus en plus de séminaires qui s'organisent dans des régions viticoles, avec évidemment un mix entre travail et puis dégustation, survol de vignobles en hélicoptère, etc. On a aussi des domaines qui proposent des déjeuners en accord mets et vins, avec des promenades dans les vignes. Alors quand ça se passe dans les châteaux, évidemment, ça remporte tous les suffrages parce qu'on a un peu l'impression de vivre la vie de château pendant quelques heures. On a aussi des domaines qui proposent des prestations agri-touristiques avec des chambres au domaine. Et puis on a aussi une offre que beaucoup connaissent qui est l'offre de vinothérapie, c'est-à-dire de la thérapie, de la spa-thérapie avec des produits élaborés à partir de raisins. Et puis de manière peut-être un peu plus classique, le vigneron, il est aussi capable de proposer aux consommateurs, aux visiteurs, aux touristes, de faire des promenades, que ce soit à cheval, à pied, à vélo dans les vignobles. On voit de plus en plus de vélos électriques dans les vignobles qui vous permettent de parcourir le vignoble et puis de le découvrir un peu plus en profondeur. On propose aussi des promenades en calèche et on découvre aussi parfois des randonnées pique-nique dans les vignes. Ça peut aller jusqu'à des tours en ULM, des tours en montgolfière. On vous propose sinon aussi souvent de louer des moyens de locomotion, que ce soit des Solex, j'ai parlé des VTT électriques tout à l'heure, on a aussi des tours dans le vignoble qui se font en 2 chevaux ou en coccinelle. Et puis, très important, le touriste, encore une fois, c'est un consommateur de vin, mais souvent il vient en famille, donc il vient avec ses enfants. Donc de plus en plus de vignerons ont compris l'importance de retenir ses familles et de retenir les enfants aussi sur le domaine, et donc leur proposent alors soit des espaces de jeu sur le domaine pour qu'ils puissent s'amuser pendant que leurs parents dégustent, soit carrément d'aller un peu plus loin dans l'éducation de l'enfant aussi. Alors non pas au vin, mais en tout cas aux senteurs, aux raisins, donc ça passe par des labyrinthes de senteurs, des jeux de piste, on a même des escape games dans les vignes. Et qu'en est-il de l'œnotourisme haut de gamme ? Alors, le no-tourisme haut de gamme, il est apparu dans la Napa Valley il y a une 20aine d'années. Il y a des investissements colossaux qui ont été faits en Californie à ce titre. C'est une initiative qui paye aujourd'hui vraiment, parce qu'une grande partie de la production de la région californienne est vendue grâce à l'œnotourisme. Mais il y a d'autres régions, d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Chili, ou même l'Argentine évidemment, qui ont adopté cette même tendance avec des initiatives qui font qu'on a aujourd'hui des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques à proximité. C'est d'ailleurs une particularité qu'on n'a pas encore tout à fait développée en France, mais quand vous allez dans des régions viticoles comme la Napa Valley, comme certaines régions en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quasiment tous les domaines ont un restaurant et les restaurants font le plein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement dans une approche où vous allez déjeuner au restaurant du domaine quand vous visitez le domaine, mais ce sont des restaurants qui sont des vrais lieux de rendez-vous pour la population locale aussi, et c'est plutôt agréable. On est soit dans le restaurant de luxe, soit dans des choses beaucoup plus simples, mais qui permettent aussi, y compris quand vous ne vous arrêtez pas pour visiter le domaine, d'aller en profiter pour déguster. Donc sur la partie no-tourisme haut de gamme, la France n'est pas complètement en avance. Surtout, il y a des grandes disparités entre les régions. Il y a des régions qui accueillent beaucoup plus que d'autres qui en ont peut-être un peu moins besoin. En revanche, on est quand même dans une forme de diversification touristique qui fait que de plus en plus, on a compris l'importance d'accueillir le public, avec des offres qui peuvent être très grand public, ouvertes à tout le monde, où vous pouvez venir visiter, déguster. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui se voit beaucoup en Australie. La visite du domaine en Australie, elle passe par ce qu'on appelle le cellar door. Donc le cellar door, c'est vraiment l'ouverture du domaine à l'ensemble des touristes qui veulent y venir. Et ces touristes qui viennent au domaine, ils peuvent venir, ils peuvent apporter leur pique-nique, ils peuvent profiter d'être sur place pour profiter du jardin, venir en famille, venir avec des amis, écouter de la musique. Donc c'est vraiment un espace qui est presque ouvert à tous. Et puis vous avez d'autres offres beaucoup plus élaborées où vous payez un prix qui peut aller parfois jusqu'à 300, 500, 800 € en fonction des vins que vous allez déguster, qui sont là sur du très haut de gamme, mais où effectivement on va vous proposer cette fameuse once in a lifetime experience, cette expérience que vous vivrez une fois dans votre vie, vous y mettez le prix, mais vous en aurez pour votre argent. Œnotourisme éducatif, ludique dans les vignes, haut de gamme, en accord mets vins ou encore pour les enfants, les formes d'œnotourisme sont variées et les possibilités pour les domaines viticoles de développer cette facette de leur offre illimitée.
un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.